allons sur un autre détail, mais très important justement, Oui, de ce début, disons, du conflit. À ce moment, vous donnez même un document très important, c'est-à-dire les propositions du Rwanda et de l'Ouganda pour la paix, oui, qui ont été faites en novembre 96. exact. Et vous expliquez très bien dans votre livre qu'il y avait environ 11 propositions qui étaient négociables, Mhm, mais que rien n'a été fait et que ça a été bloqué. mhm. Alors pouvez-vous nous dire, ici, de façon succincte, quel a été le mécanisme qui a conduit justement à bloquer ces négociations qui auraient été salutaires si elles avaient été entreprises à ce moment-là? Oui, mais je vais vous résumer les faits. Moi, je m'étais rendu compte d'une chose. Et aujourd'hui, en tout cas, les faits me donnent raison. Devant cette guerre qui avançait, et on dit avant d'aller à la guerre, pour le plus petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous observez d'abord quels sont ses moyens. Quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Et quand vous vous trouvez en position de force, vous pouvez engager l'épreuve. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Je crois que c'est aussi simple. Et tous les stratèges politiques et militaires dans le passé l'ont fait. Et c'est un principe, c'est une réalité, elle ne change pas. Et je m'étais rendu compte que notre armée n'existait plus. Pour la simple raison que j'ai été moi-même ministre de la Défense et responsable de sécurité. Donc je suivais de très près ce qui se passait du côté de l'armée. Et c'est ainsi que j'ai demandé au chef de l'État de nous engager immédiatement dans la voie des négociations. Le gouvernement n'a pas accepté cette voie parce que le gouvernement avait une autre thèse. Le Rwanda et l'Ouganda étant des agresseurs, il n'est pas question qu'on négocie avec eux tant qu'ils occupent notre territoire. Je n'étais pas de cet avis parce que je savais la détermination qui était derrière. Et je me suis dit, quelle que soit cette position, moi j'engage, après avoir reçu le feu vert du chef de l'État, je me suis engagé dans cette voie. Je suis allé le voir la veille du sommet de Nairobi 1. Et je suis arrivé à Kampala, où j'ai vu Museveni, et nous avons commencé les discussions, et il a accepté, Kagame a accepté, il est arrivé. Nous devrions, et les deux ont accepté, clairement, parce qu'ils savaient que j'avais des éléments, des documents à l'appui. Ils savaient que je connaissais la vérité. Donc ils ne pouvaient pas me dire que ce n'est pas ça. Ils ont accepté, mais ils ont dit, voici nos raisons pour lesquelles nous nous battons. Sur ces points-là, si nous nous entendons, je crois que nous pouvons arrêter la guerre. Et en examinant ces points que je publie dans le livre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on pouvait facilement tomber d'accord. Mais au moment où on devait aller avec eux à Nairobi, parce que Museveni avait dit, nous allons à Nairobi, nous nous entendons sur ces points et nous déclarons qu'il y a un cessez-le-feu. Et nous entamons directement des discussions. Mais il y a eu pression, le chef de l'État m'a téléphoné, il dit, le gouvernement est catégorique. Si vous mettez les pieds à Nairobi, eh bien, vous allez être interpellé au Parlement pour haute trahison. Parce que le gouvernement a décidé de ne pas négocier avec ces deux pays. Vous engagez des négociations, vous serez interpellé. Alors, je me suis excusé auprès de ces deux chefs d'État en inventant la raison que le président Mobutu m'avait donnée de documents publiés par les Américains et qui faisaient pression au Parlement et tout. Et je suis rentré. Voilà le blocage. Je suis rentré. Le document, je l'ai ramené au chef de l'État, qui l'a remis aussi au gouvernement. J'avais remis au gouvernement à sa demande. Et nous avons attendu que le gouvernement puisse négocier. Le gouvernement a refusé. Mais le gouvernement acceptera 4-5 mois après, au moment où ce sera trop tard. Voilà, c'est ça la réalité. Et dans ce blocage de la part du gouvernement, c'était dû à quoi? À une rivalité entre deux diplomaties, la vôtre qui était plus celle officieuse, si je peux dire, Oui, du président, effectivement et l'officielle, celle du gouvernement et du ministre des Affaires étrangères. Je dois vous dire en toute honnêteté que pour moi personnellement, je crois que vous n'êtes pas loin de la vérité. C'était plus un problème d'orgueil entre les personnes. Le chef du gouvernement ne voulait laisser passer aucune initiative qui pouvait profiter au chef de l'État. C'était en fait cela, une guerre intérieure, un problème de conflit, de leadership. Voilà, c'est un peu ça. Mais en réalité, ce n'est parce que je sais que le chef du gouvernement, comme les membres du gouvernement, c'était tous des intellectuels, ils ne pouvaient pas ne pas comprendre ça. Mais il y a autre chose
est-ce que tous les membres du gouvernement étaient bien informés de toute cette situation? Parce que nous, l'échange d'informations se faisait entre le président de la République et le chef du gouvernement. Pas le gouvernement, mais le chef du gouvernement. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient pleinement informés et est-ce que les membres du Parlement étaient pleinement informés de toutes les réalités qui se passaient à l'intérieur du pays, telles que je vous les décris maintenant? Ça, c'est une autre paire de manches.